Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré à la thérapie EMDR. Alors parfois, certains traumatismes nous hantent et leur simple évocation ravive en nous des souvenirs aussi douloureux qu'au premier jour. Cela n'est plus une fatalité. Il existe désormais la thérapie EMDR et grâce à cette thérapie, il est tout à fait possible de mieux vivre en tous les cas avec nos fantômes. Et c'est Christine Calonne, psychologue et psychothérapeute, formée à la pratique de l'MDR, qui est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Christine Calonne, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous, de vous rendre disponible pour nous aider à parler de ce sujet et à mieux le faire connaître. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'EMDR? Qu'est-ce que cette thérapie finalement? Donc la psychothérapie EMDR est très connue pour sa capacité à désensibiliser les souvenirs traumatiques. Particulièrement, on parle souvent des attaques à main armée ou voilà, de choses vraiment très ponctuelles. Et donc, c'est connu pour ça. Mais au fond, la psychothérapie EMDR est beaucoup plus large. Elle peut concerner les traumatismes de l'enfance, les problématiques de l'attachement, les violences familiales, conjugales. Elle peut concerner toutes sortes de traumatismes, par exemple une maladie, un décès qui a été mal vécu. Enfin, c'est très, très vaste comme sujet. Finalement, la psychothérapie EMDR peut toucher beaucoup de domaines, hein. Domaine, beaucoup de personnes donc. Sur le principe, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, la première étape, c'est d'abord de faire un petit peu un résumé de l'histoire de vie, on va dire, pour essayer de comprendre les moments difficiles de l'histoire de vie de la personne et voir un petit peu ses ressources. On travaille d'abord à installer la sécurité en elle avec certaines ressources qui peuvent être imaginaires ou des ressources dans la réalité. Voilà, par exemple, des ressources relationnelles, des ressources de la nature, des ressources émotionnelles, apprendre à ressentir de la joie, de l'apaisement, ou bien de la sécurité, apprendre à ressentir des émotions, on va dire, agréables. Et pour certaines personnes, ce n'est pas facile, hein. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est, on va dire, l'étape de stabilisation du patient. Et donc, dans cette étape, la personne retrouve un apaisement, une capacité à s'apaiser en tout cas. Et à partir de là, on va alors aborder les traumatismes qui ont été identifiés et donc travailler alors plutôt sur le vif du sujet, c'est-à-dire les émotions pénibles, les pensées négatives qui sont liées aux souvenirs traumatisants et transformer alors ce souvenir grâce à ce balayage oculaire que le thérapeute fait devant les yeux du patient pendant que le patient se remémore ce souvenir pénible. D'accord. Alors justement, le côté pratique, donc si j'ai bien compris, c'est on reprogramme un petit peu, nos souvenirs pour les rendre, moins douloureux, moins impactants, on va dire. Et cette programmation avec ce balayage, comme vous expliquez, comment ça fonctionne? Quel est le procédé? Mm. Eh bien, au fond, on a une mémoire traumatique qui est séparée de la mémoire générale et elle nous parasite dans notre quotidien. Par exemple, si on prend un exemple, je ne sais pas moi, d'une agression sexuelle, une personne a vécu une agression sexuelle et finalement, cette mémoire traumatique, elle est là. Ce souvenir traumatisant avec les émotions pénibles, les pensées négatives, tout cela est là dans notre inconscient et peut être réactivé, par exemple, à l'occasion d'une rencontre. Il suffit d'un détail et ce détail rappelle le souvenir traumatique. Et donc, on appelle ça les déclencheurs actuels, hein. Donc, ça peut être, par exemple, que l'agresseur avait la même cravate rouge que mon collègue, par exemple. Et donc, D'accord. chaque fois que je vois mon collègue, je m'enfuis. Parce que vraiment, il y a toutes ces sensations, ces émotions pénibles qui reviennent à la surface, malgré moi, hein. C'est vraiment l'inconscient. Et donc, nous, le thérapeute et le patient en collaboration, on va alors aller chercher ce souvenir traumatique et l'inconscient travaille pendant le balayage pour
transformer les pensées négatives qui ont été identifiées. Par exemple, je suis impuissante, c'est une pensée négative, et l'émotion pénible, par exemple, la peur. Et donc, on identifie dans le corps où est la peur, et l'inconscient travaille là-dessus pendant le balayage et va transformer petit à petit, au fur et à mesure des balayages, les souvenirs pénibles, les émotions pénibles, les pensées négatives, en pensées positives, en émotions agréables, et le souvenir se transforme également et peut même disparaître. Jusqu'à la disparition Il complète. devient, par exemple, il devient flou, ou bien on prend vraiment distance. On le voit de très loin, c'est quelque chose qui finalement ne nous fait plus rien. En fait, vraiment la transformation opère jusqu'à ce que ça ne nous perturbe plus du tout. Et alors, on installe une pensée positive sur soi. Hein, par exemple, je suis puissante. Et là, on va vraiment créer, avec de nouveau le balayage oculaire, cette certitude, on doit arriver à une certitude de 7 sur 7 que nous sommes aujourd'hui puissantes. Donc, si la personne, dans l'exemple de tout à l'heure, revoit cette cravate rouge, au lieu d'avoir ce sentiment négatif d'impuissance, elle se sentira puissante du fait de Voilà, cette reprogrammation. voilà. D'accord. Et elle ne sera plus perturbée. Donc, elle n'aura plus envie de s'enfuir, de se cacher. Voilà, c'est ça le but finalement, c'est de désactiver ces souvenirs traumatiques. Et à ce moment-là, la mémoire traumatique est réintégrée dans la mémoire générale parce qu'on a conscientisé tout ça, transformé tout ça par le balayage oculaire. D'accord. Et du coup, c'est plus un souvenir qui reste là, qui nous hante, c'est un souvenir finalement qu'on va digérer Oui, c'est et qu'on ça. enverra aux oubliettes. Voilà, D'accord. comme une digestion, voilà. Très bien, merci beaucoup déjà pour nous avoir expliqué un petit peu ce procédé. J'imagine donc ça paraît comme ça vraiment magique et effectivement ça permet de résoudre des traumatismes. Parfois on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose que l'on va traîner tout au long d'une vie et qui va se rappeler à nous dans plein de situations. Donc c'est vraiment une thérapie qu'il est important de connaître. Après, parfois on souhaite se lancer, mais on ne sait pas trop, ça peut faire un petit peu peur. Quelles sont s'il y en a d'ailleurs, les réticences éventuelles des patients avant de franchir la porte de votre cabinet? Mmh. Oui, il y a des réticences, bien sûr, parce que certaines personnes ont l'image du thérapeute qui va plonger le patient dans le trauma et ça va être une Ouais. catastrophe. Donc, c'est pas comme ça. En réalité, on peut préparer la personne, comme je disais, d'abord comprendre ce qu'elle ressent ici et maintenant, ce qu'elle a vécu. Voilà, il y a un lien thérapeutique qui se crée, il y a une relation de confiance. Et puis, on installe des ressources, comme je disais, qui vont aider la personne à se préparer à ce retraitement. On ne fait pas ça d'emblée. Ouais. Donc, chez certaines personnes, voilà, il y a des choses prioritaires à installer avant le retraitement du traumatisme. Par exemple, la priorité, ce sera, par exemple, ce qu'on appelle faire de la psychoéducation. Tiens, qu'est-ce que c'est si on a vécu des agressions? Ben, comment repérer ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, par exemple? Parce que certaines personnes qui ont vécu des agressions étant jeunes ont perdu ou n'ont pas acquis la notion de ce qui est acceptable et inacceptable, par exemple. Donc, la psychoéducation, chez certaines personnes, ça va être un préalable avant de travailler sur les traumatismes. D'accord. Donc, effectivement, il y a plusieurs étapes dans ce type de consultation. La personne vient vous voir, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, peut-être le traumatisme n'est pas identifié clairement, c'est ça? Donc, il y a cette communication-là, vous allez rechercher un petit peu, rappeler quelques souvenirs. Après, donc, vous attaquez, entre guillemets, aux souvenirs, faire cette reprogrammation-là. À partir de quel moment est-ce que votre patient peut sentir des bienfaits? Est-ce que c'est tout de suite en sortant de la séance ou est-ce que c'est vraiment avec le temps? Quel est le ressenti côté patient? Ah, donc à la fin du retraitement, la personne se sent apaisée, hein. Donc on arrête la séance quand la personne est apaisée, il n'y a plus de perturbation et donc c'est très important, on ne va pas laisser partir la personne en plein trauma, C'est non, non, ça. ça peut faire peur aussi alors, hein. Donc bien sûr qu'on veille à ce que la perturbation soit bien diminuée et si on n'a pas complètement retraité le trauma, on a aussi des outils, par exemple le coffre. Donc le coffre, on va créer un coffre imaginaire qui contient tous les traumatismes.
Et dans ce coffre, eh bien, on peut imaginer, si la séance n'est pas terminée, la séance de retraitement n'est pas terminée, on peut imaginer qu'on laisse aller le traumatisme qui n'est pas encore totalement retraité dans le coffre, on le ferme et on le range quelque part, hein, dans notre imaginaire. Donc ça, c'est une méthode. Et on crée aussi, après avoir rangé le coffre, alors de nouveau la sécurité en faisant référence à un lieu, par exemple, de sécurité, en veillant vraiment à ce que la personne soit bien ici et maintenant en sécurité, avec des balayages, alors des balayages lents sur les ressources ou sur le lieu de sécurité, par exemple, hein. Donc, c'est vraiment très important que chaque séance soit terminée dans un état de sécurité, bien sûr, hein. Oui, et à chaque fois, c'est vraiment un cycle. Une séance, c'est un cycle et Mmh. effectivement, le patient ne repart pas sans être apaisé, on est d'accord. Voilà, tout à fait, oui, oui. Après, en termes de fréquence, pour résoudre un problème, alors évidemment, il y a plusieurs degrés de problématiques en fonction des traumatismes, etc. Pour un traumatisme, alors c'est jamais bénin, mais grosso modo, quelle est la fréquence des consultations? Est-ce qu'il faut les espacer beaucoup? Est-ce qu'elles doivent être rapprochées? Est-ce qu'il doit y en avoir beaucoup? Comment ça se passe en moyenne, évidemment? Mmh. Oui, ça c'est une question importante parce que comme, ce retraitement demande quand même beaucoup d'énergie, c'est fatigant. On est apaisé, mais on est fatigué après une séance, de retraitement d'un traumatisme. On ne peut pas faire ça toutes les semaines évidemment, hein, sinon on s'épuise, hein. Donc, c'est très important justement d'alterner le retraitement d'un traumatisme avec, le travail, bah, sur une ressource ou, la résolution d'un problème, acquérir, plus d'outils pour chercher des solutions. Voilà, c'est pas chaque semaine voilà, c'est quelque chose qui doit être vraiment bien distillé dans le temps pour ne pas épuiser la personne. D'accord. Donc Et évidemment, le nombre de séances va dépendre du nombre de traumatismes, hein, donc ça, oui. c'est quelque chose qui est variable d'une personne à l'autre. Par exemple, des personnes qui ont des traumas complexes, qu'on appelle le stress post-traumatique complexe, par exemple, qui ont accumulé des traumatismes depuis l'enfance, bah, il y aura plusieurs traumatismes à retraiter, donc ça prendra plus de temps. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va discuter entre le patient et moi, hein. Donc, on ne va pas précipiter les choses. On peut espacer les séances de manière à ce que ça puisse être bien intégré, hein. Et j'avais une autre question qui m'est venue. Donc, une fois que un traumatisme qui a bien été identifié a été traité, est-ce que du coup, pour reprendre votre image de tout à l'heure, on peut la ranger dans le coffre et c'est terminé, on n'entend plus parler, ou est-ce qu'elle peut revenir de manière un petit peu ponctuelle, ou est-ce que vraiment c'est parti aux oubliettes? Alors ça, c'est intéressant, oui, c'est vrai, c'est important. En fait, quand on a été chercher le traumatisme qui est à l'origine. Par exemple, si on reprend l'agression, bah, on peut avoir vécu une agression initiale, par exemple dans l'enfance, Hmm. et du fait qu'elle n'a pas été digérée, bah, on est figé dans le traumatisme et du coup, on peut attirer d'autres agresseurs. Et donc, il y a une répétition, c'est le phénomène de la revictimisation qui est très fréquente, hein, lié justement au fait que les traumatismes ne sont pas digérés, que le corps et l'esprit sont toujours perturbés. Et donc, en fait, si on traite un traumatisme plus récent et qu'on n'a pas été chercher le traumatisme à l'origine, ben, évidemment, le traumatisme à l'origine peut se remanifester. Donc, on peut traiter du présent vers le passé ou du passé vers le présent. Ça dépend de chaque patient. Il y a des patients qui ne sont pas prêts à aller d'abord chercher le traumatisme le Ouais. plus lointain. Ça fait trop peur, c'est trop difficile, c'est trop perturbant. Donc, à ce moment-là, on va commencer par les traumatismes les plus récents en sachant qu'il sera nécessaire, à un moment donné, quand la personne Remonter. sera renforcée, qu'elle aura plus de ressources, plus de sécurité, d'aller chercher le traumatisme plus ancien. Et c'est important d'aller chercher le traumatisme plus ancien à un moment donné pour ne pas justement que ça se remanifeste. D'accord. Une autre question qui m'est venue, donc vous parliez de cette technique avec ce balayage-là. Est-ce que aujourd'hui, avec les techniques actuelles, on parle beaucoup de téléconsultation. Est-ce que l'EMDR peut se faire en téléconsultation? Oui, tout à fait, hein. Donc, D'accord.
les psychothérapeutes EMDR, avec le confinement, ben, ont appris Voilà. à travailler avec l'ordinateur. Et moi, je travaille depuis lors très souvent sur l'ordinateur en faisant de l'EMDR. Bien. Alors, on vous a vu également dans le cadre d'une autre interview. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages et vous en avez sorti un en avril 2022, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, dans la collection Récits et témoignages aux éditions Ellipse. Et vous y abordez notamment cette thérapie de l'EMDR pour traiter les traumatismes liés à ce genre de relations avec ces personnes perverses narcissiques. Comment ça fonctionne? Bon, on a vu, voilà, ça permet de traiter beaucoup de traumatismes. Et dans ce cas précis, comment ça fonctionne? Alors, si la personne est toujours sous emprise, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle vit toujours avec la personne ou Voilà. qu'elle est toujours... Oui, Donc, si la personne vit toujours avec son agresseur, on ne peut pas faire de MDR parce qu'on la vulnérabilise. Donc, il faut vraiment travailler uniquement. Enfin, on ne peut pas faire de l'EMDR sur les traumatismes. On va faire de l'EMDR sur les ressources. Donc, l'aider à acquérir les ressources pour se libérer de son agresseur, évidemment. Hein. Donc, à un moment donné, elle aura les ressources alors pour sortir de l'emprise et quitter la relation destructrice. Et donc là, une fois que la personne s'est stabilisée, qu'elle est loin de son agresseur. Retrouver les ressources, c'est-à-dire, on parle de confiance en soi, c'est ça qui, pour le coup, a été mise à mal dans la relation. Oui. Et voilà, du coup, grâce à cette thérapie-là, on essaie justement de rétablir oui, donc il y a la confiance en soi. Confiance en soi, estime de soi, c'est pas la même chose. Hein. Confiance en soi, c'est plus un état émotionnel, on va dire, sensoriel. L'estime de soi, c'est la représentation que j'ai de moi-même. Et là, elle a été fortement détruite par le pervers narcissique, puisque c'est son objectif, c'est de détruire l'identité, à la fois pour se venger de son passé et aussi pour garder le contrôle sur l'autre, parce que si l'autre est affaibli, bah, évidemment, il se laisse faire. Hein. Donc, l'identité. Donc, on renforce à la fois la confiance en soi, l'estime de soi, le sentiment de puissance, parce que en fait, les personnes qui sont sous emprise sont dans un état d'impuissance apprise. Hein. Donc, à force d'être agressées, dévalorisées, culpabilisées, etc., ben, finalement, c'est un peu comme les animaux qui sont enfermés dans une cage. Il y a eu des expériences en laboratoire qui ont donné naissance à la notion d'impuissance apprise. Hein. C'est qu'un animal qui reçoit des chocs électriques dans une cage, à un moment donné, si on ouvre la cage, il ne sort plus. Le corps, ben, il a renoncé, le système nerveux s'est effondré. Et donc, c'est vraiment important de rétablir ce sentiment de puissance intérieure. Ce n'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est la puissance intérieure d'agir. Et donc, ça, c'est vraiment une ressource très importante que la personne peut rétablir dans la psychothérapie. Le sentiment d'être en sécurité, bien sûr, parce que dans l'emprise, la personne est sous terreur. Donc, créer aussi des ressources de sécurité, ça c'est essentiel, bien sûr. Et donc, voilà, ça c'est toutes des ressources, les ressources relationnelles, se recréer des relations, c'est pas facile. Quand on a été isolé par un pervers narcissique, on a peur des autres. Et donc, voilà, c'est important d'aller chercher dans l'imaginaire les ressources où on a eu des relations sécurisantes dans le passé, ou bien en inventer, s'il n'y en a vraiment pas. Voilà, ça se crée aussi, ne fût-ce que dans la relation thérapeutique. D'accord. Et du coup, effectivement, donc, au sein même de la relation, si on permet de réactiver ces ressources-là au moyen de cette thérapie-là, ça permet peut-être au quotidien de moins se sentir voilà, affaibli et d'arriver à un moment donné à avoir ce courage-là pour partir. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, et je rappelle donc le titre de votre ouvrage parce qu'il est vraiment, enfin pour l'avoir lu, je le recommande chaudement, que ce soit, enfin vraiment si on est victime ou si on connaît quelqu'un peut-être parce que ça donnera peut-être des bonnes indications pour aider cette personne-là. Donc ça s'appelle Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme dans la collection Récits et témoignages. C'est aux éditions Ellipse. Toutes les références de cet ouvrage dans le descriptif de cette vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter si on est hanté par des traumatismes, même si on n'arrive pas tout de suite à bien l'identifier, mais qu'on sent qu'il y a une situation peut-être qui se répète. C'est ça, hein, des schémas répétitifs qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, voire qui nous plongent vraiment dans un état dépressif peut-être. Ne pas hésiter à consulter. Comment faire pour vous consulter, Christine Calonne?
Alors, il y a 2 moyens, soit, aller sur mon site internet, donc psychothérapie-calonne.be, et là, vous avez le formulaire contact qui permet de me joindre par écrit ou bien par téléphone, voilà, il y a les 2 possibilités. Très bien. Eh bien, toutes les informations également pour vous rejoindre sur votre site internet et également suivre vos travaux dans le descriptif de la vidéo. Christine Calonne, un grand merci. Avec plaisir. Et puis peut-être à bientôt pour un prochain sujet. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt.